Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, on continue le cours sur les pleurésies ou sur les épanchements pleurales. Dans cette deuxième partie, on va aborder l'aspect paraclinique de ces pathologies. Toujours, vous allez trouver, chers collègues, tout le support dans la description à télécharger. Toujours, chers amis, je vous invite à abonner. Vous pouvez toujours me contacter à Instagram à tout moment. Et toujours, chers amis, n'oubliez pas, maximum de j'aime, maximum de partage. Ne laissez pas ces vidéos juste à votre disposition. Maximum de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants dans leur préparation. Donc, dans l'épanchement, on avait vu précédemment la clinique, donc la triade, on a vu déjà cité. Donc, diminution des murmures vésiculaires, diminution des vibrations vocales et avec une matité franche. Donc, sur la triade devant un syndrome pleural. Pour le diagnostic, c'est l'imagerie qui va poser le diagnostic de certitude. Et je vais vous laisser à la description les liens du syndrome pariétal ou bien du syndrome pleural. On a abordé tous ces épanchements. Donc, dans la radiographie, on peut noter une opacité dense, un épanchement sous-pulmonaire, un épanchement cloisonné, donc, qui est en train de s'aggraver, et dernièrement, un épanchement susurral. Donc, c'est une opacité arrondie biconvexe. Donc, vous allez voir tous les liens dans la description du syndrome pleural. Donc, une opacité dense, homogène, non rétractile, ce que vous voyez à gauche. Donc, il s'agit de la ligne bordante de Damoiseau. Là, voilà la ligne bordante de Damoiseau. Donc, ça, c'est de la physique. Donc, l'eau avec de l'air, il va former une ligne concave. On appelle ceci la ligne de Damoiseau. Donc, ça, c'est un aspect radiologique d'un épanchement pleural de grande abondance. Ou bien, on peut noter dans certains des cas une opacité totale. Tout le champ, ou bien tout le mi-champ pulmonaire, soit droite, soit gauche, va être occupé par cette opacité. On parlera d'un épanchement total. Donc là, sans signe d'atelectasie, bien sûr, mais on va noter un refoulement du médiastin au côté opposé de la pleurésie. Donc tout ça, c'est de la radiologie. Vous pouvez les consulter, je répète, dans la description. Donc, on peut noter une opacité dense. Il peut s'agir d'un épanchement de moyenne, grande abondance. On peut noter un épanchement sous-pulmonaire. Donc, il s'agit d'un épanchement de petite abondance, comme celui-là. Donc, on va noter l'effacement du cul-de-sac rétro-péritonéal ou bien le cul-de-sac de Douglas. Plutôt cul-de-sac costo-diaphragmatique. Et si ce dernier il est à gauche, on avait parlé de ça en radiologie, on va noter l'augmentation de la distance entre la poche d'air gastrique et le poumon gauche, qui est supérieur à 15 mm. Si vous voyez dans la radiologie une poche d'air gastrique qui est éloignée du coupole diaphragmatique plus de 15 mm, donc c'est une élévation de la coupole. On parlera d'un épanchement sous-pulmonaire. Troisième aspect, l'épanchement cloisonné. Donc, on va voir ça dans les séquelles. Donc, c'est un épanchement qui n'est pas situé dans la grande cavité pleurale. C'est un épanchement qui est cloisonné, emprisonné dans une plèvre ou bien dans un segment de plèvre qui est calcifié, qui est pathologique, qui est en train d'entrer dans les séquelles. Ou on peut noter un épanchement susurral, donc qui est situé dans, comme le nom indique, dans une fissure. Donc tout ça, on avait vu en radiologie, vous pouvez le consulter, je répète, dans la description. Donc, soit un épanchement de grande abondance, moyenne abondance, sous-pulmonaire, cloisonné, voire un épanchement susurraire. Donc là, vous voyez, à droite, ça, c'est un épanchement moyenne abondance, ce qui est en jaune. Ça, c'est un épanchement total. Donc la totalité de l'émission gauche, il est occupé par cette opacité-là. On parlera d'un épanchement de grande abondance. Donc ça, il peut s'agir là d'une urgence vitale, donc avec une détresse respiratoire. Vous allez noter dans ce cas-là le refoulement du médiastin vers le côté qui est sain, pas du côté atteint. On parlera pas d'atelectasie là. Donc là, vous voyez un épanchement de petite abondance. On va voir ça, je répète, toujours dans la pratique, dans les interprétations de clichés. Donc là, il s'agit d'un épanchement de petite abondance qui occupe le cul-de-sac costo-diaphragmatique gauche. C'est l'intérêt du cliché en décubitus pour déterminer de quelle opacité s'agit-il là. Là, vous voyez un épanchement de moyenne abondance. Ça, c'est la fameuse ligne de Damoiseau.
Donc, c'est un épanchement qui occupe l'hémichon gauche. Donc, un épanchement de moyenne abondance. Le voilà avec une ligne de Damascus. Celle-là, je répète, c'est un épanchement de grande abondance. Il occupe la totalité du champ pulmonaire droite. Et qu'est-ce que vous voyez là? Le refoulement du médiastin. Donc, le cœur, il est refoulé vers le côté sain et pas du côté lésé. Si il s'agit d'un refoulement ou bien une atélectasie, on va noter le médiastin qui va être dévié dans le côté lésé. Mais dans les épanchements, je répète, le médiastin, il est refoulé dans le côté qui est sain. Donc là, signe de grande abondance de cet épanchement-là, on note le refoulement. Vous voyez le cœur ici, situé presque dans le lobe gauche. Là aussi, on note un signe de refoulement. Le médiastin, il est refoulé vers le côté droit. Un épanchement de grande abondance dans l'hémichon ou bien dans le champ pulmonaire gauche. Là, c'est un épanchement pleural. Notez bien ce terme-là, cloisonné. Donc, il est emprisonné dans cette partie du pleuve qui est calcifiée. Donc là, c'est le début de la complication ou bien des complications. Si n'est pas bien traité ce dernier-là, il va évoluer vers la pachypleurite et on va voir ça dans les complications. Donc, les épanchements pleurales, je répète, vous allez les voir dans la partie clinique et dans la partie pratique de ce module. Vous pouvez les consulter à tout moment. Tout ce qu'on avait dit dans cette partie, il est disponible dans la playlist de radiologie où on avait vu tous les syndromes. Donc, j'espère que c'est clair pour la radiographie thoracique. On passera au deuxième examen qui est l'échographie thoracique. Donc, l'échographie thoracique, elle est encore plus sensible que la radiographie. Donc, s'il s'agit d'un épanchement liquidien, donc on va noter une image anéchogène. Donc, le liquide, il est anéchogène. On va noter une image anéchogène à l'intérieur de la cage thoracique qui est en faveur d'un épanchement pleural liquidien. Donc, elle fait facilement le diagnostic des épanchements qui sont, notez bien ce terme, cloisonnés. Donc, si on vous pose la question, quel est l'examen de choix de diagnostiquer un épanchement cloisonné? Donc, c'est très facile. C'est l'échographie en premier plan. L'échographie peut facilement détecter ces épanchements. Si vous n'avez pas ces épanchements, vous allez passer à la manœuvre du décubitus latéral. Donc, si l'épanchement il est dans la grande cavité pleurale, donc si le patient il va passer à la position du décubitus latéral, on va noter l'horizontalisation de cet épanchement et on va voir la lignée bordante axillaire qu'on a déjà parlé. Donc, toujours dans la playlist de radiologie en troisième année. Si ce dernier il est cloisonné, si le patient il va changer de position, il va rester, comme leur nom indique, cloisonné, emprisonné dans la partie, dans le segment du pleuve qui est calcifié. Aussi, l'échographie permet de repérage de l'épanchement cloisonné et guide les ponctions qui sont difficiles. Donc, le rôle de l'échographie thoracique, elle peut être utilisée comme examen de diagnostic et même pour guider les ponctions en cas de ponction pleurale de ces épanchements cloisonnés qui sont difficiles à ponctionner par rapport à un épanchement de grande abondance qui se situe dans la grande cavité pleurale. On va voir les indications de la ponction pleurale et vous allez voir que c'est difficile de ponctionner ou bien on ne va pas ponctionner un épanchement de petite abondance. Donc on craindra la lésion de la rate et même du foie. Donc on va faire la ponction d'un épanchement lorsqu'il s'agit de moyenne ou de grande abondance. S'il s'agit d'un épanchement de petite abondance, ça ne sert à rien. Donc, c'est contre-indiqué. S'il s'agit d'un épanchement cloisonné, on va faire recours à l'échographie. Donc, c'est un examen de diagnostic et même d'extension. On va nous aider de faire des biopsies qui sont guidées. Donc, deuxième examen, l'échographie thoracique. Donc, là, voilà, un épanchement pleural. Donc, vous voyez là. Donc, image anéchogène, donc c'est du liquide à l'intérieur du pleuve. Je répète, le pleuve, c'est une cavité virtuelle à plus de 20 cc de liquide. Donc, si vous voyez une image anéchogène à l'intérieur de ce dernier, c'est pathologique. Aucun épanchement pleural, je répète, n'est physiologique. Tout est pathologique. On passera au TDM thoracique, au scanner. Donc, il trouve son intérêt dans l'évacuation de la pleurésie. Donc,
Il permet le repérage d'éponges qui sont cloisonnées, les épanchements parapneumoniques compliqués. Donc, c'est pas le diagnostic de certitude. Je répète, c'est la radiographie et l'échographie. Le TDM, c'est un examen si on peut utiliser le terme d'évacuation ou d'extension. Il recherche les lésions associées et oriente le diagnostic vers les étiologies. Est-ce qu'il s'agit des exsudats, donc, soit des plaques pleurales, nodules ou masses? Donc, on va voir ça dans la pathologie tumorale. On va voir ça dans le mésothéliome et lymphangite carcinomateuse. Donc, tout ça peut être détecté grâce au TDM. Donc, les voilà à droite. Quelques scanners, quelques images de TDM thoracique. Vous voyez les épanchements. Donc, là, vous le voyez de façon qui est évidente. Donc, vous voyez là, c'est de l'opacité. Donc, c'est du liquide à l'intérieur de la cavité pleurale. Vous voyez là, A, ça, c'est de l'air. Ça, B, c'est du liquide. Et le voilà, ça, c'est du parenchyme. Hyperdensité, ça, c'est du liquide, je répète. Hypodense, l'aspect noirâtre. Donc, ça, c'est de l'air. Donc, dans cette image, si on vous demande d'interpréter cette image, donc, il s'agit d'un hydropneumothorax. Donc, généralement, l'entrée de ce l'air, je répète, elle est due accidentellement du fait du drainage. Donc, c'est une erreur du drainage du liquide. Donc, on va accidentellement entrer de l'air. On parlera dans cette image-là d'un hydropneumothorax. Et je répète, en partie pratique, interprétation des clichés, on va voir dans une playlist seule. Donc, restez abonnés, chers collègues, pour recevoir les prochaines parties concernant les interprétations. Suite à ça, la ponction pleurale. Et là, notez bien que la ponction pleurale, c'est l'examen clé pour le diagnostic étiologique. Donc, pour poser le diagnostic, c'est la radio standard. Pour rechercher les cloisons ou bien les épanchements cloisonnés, c'était l'échographie. Je répète, tout ça est à retenir. Pour voir le retentissement, donc on a le recours sur le TDM. Et pour avoir l'étiologie, donc on a le recours à la ponction pleurale. Donc, ponction pleurale, c'est l'examen clé du diagnostic étiologique. Elle peut être exploratrice ou évacuatrice. Donc, elle peut être un examen complémentaire, voire même thérapeutique. Donc, c'est l'évacuation de ces épanchements-là. Donc, sans évacuation de cet épanchement, donc on va pas avoir une bonne guérison, on va tomber dans la pachypleurite. Donc, c'est une technique exploratrice et évacuatrice. On va voir la ponction pleurale dans un TD. On va voir toute la technique de l'exécution d'une ponction pleurale, donc dans la partie TD. Donc, toujours, chers amis, restez abonnés afin de recevoir tous les nouveautés qui sont mises en route. Donc, suite à la ponction pleurale, on va voir les résultats suivants. Donc, l'analyse du liquide pleural, donc, il s'agit de deux aspects. On parlera premièrement, donc là, c'est la ponction pleurale. On parlera de l'aspect macroscopique et on parlera du liquide ou bien l'aspect biochimique. L'aspect macroscopique, c'est ce qu'on avait dit dans la première partie. Donc, soit jaune citrin, le voilà. Ou bien séro-hématique, le voilà en rouge. Purulent, donc ce qui est en blanc. Et faites attention à ne pas confondre avec de l'aspect chyleux. Donc là, on parlera de chylothorax. Donc, trois aspects. Donc, citrin, donc c'est un exsudant. Rouge ou bien séro-hématique. Donc là, c'est de l'hémothorax. Trouble ou bien parfois purulent. Donc l'aspect blanc, donc c'est une infection. Ou bien chyleux, donc c'est l'aspect de chylothorax. Et on va voir ces pathologies dans les épanchements pleurales purulents. Donc l'aspect, vous allez voir tous ces aspects-là. Concernant la biochimie, donc ça va nous permettre de faire la différence entre un transudant et un exsudant. Et pour mieux comprendre, on va voir un tableau récapitulatif qui on compare entre les deux aspects. Donc on parlera d'exsudant. Donc ça, on a vu dans la sémiologie. Donc un exsudant, donc c'est un liquide chimique ou bien un liquide pleural qui contient plus de 25 grammes par litre de protéines
Et il a, ça c'est à retenir, un taux d'LDH qui est supérieur à 200 unités. Donc, Exuda, si on vous pose, donc faites attention dans vos cas cliniques, un liquide riche en protéines, c'est-à-dire supérieur à 25 grammes par litre de protéines, taux de LDH supérieur à la normale qui est 200. Donc là, nous sommes en train de parler d'un Exuda. Transsuda, là, c'est l'inverse. Taux faible de protéines, donc inférieur à 25 grammes par litre, et un taux d'LDH qui est inférieur à 200. Donc c'est facile à retenir. Exuda, voire Transida. Et chacun a ses étiologies. Donc comme l'exuda et l'origine infectieuse et le chylothorax, donc tout ça on va voir, ou bien l'aspect carcinomateux, tout ça on va aborder, je répète, dans la partie tumeur d'œuvre ou bien du mésothélium. Un aspect transsudatif, donc il peut être d'origine circulatoire, comme si le cas dans l'œdème aigu du poumon dans l'OAP. Toujours comme aspect biochimique, d'autres bilans peuvent être demandés selon le contexte clinique. On peut faire doser de l'adénosine des aminases. Donc c'est l'ADA. Donc ça cloche l'alarme. On a vu ça dans la tuberculose. Donc un taux d'ADA. Donc je vous invite à consulter la playlist de gastrologie où on a vu la tuberculose péritonéale et extra-péritonéale. Donc un taux d'ADA positif peut être recherché dans le contexte de tuberculose. On peut redoser la mi-pleurie, ou bien la lipase pleurale et même la glycopleurie. Donc tout ça, ce sont des bilans à demander dans un contexte clinique spécifique. Donc pour la cytologie, donc ça est à retenir. Donc les leucocytes habituellement ils sont inférieurs à 1000 éléments par litre dans les transudats, voire supérieurs à ce chiffre-là, supérieur à 1000 éléments par litre dans les exudats. Donc à retenir ces trois lignes. Donc si on vous pose la question, j'insiste sur cette plaque, si on trouve un liquide exudatif à prédominance lymphocytaire, donc qu'est-ce que vous allez incriminer? Cette plaque, elle est à retenir par cœur. Vous allez incriminer la tuberculose, les pleurésies néoplasiques, les lymphomes, le chylothorax et la pleurésie rhématoïde. Donc on a trois cas, soit prédominance lymphocytaire, la première, soit prédominance polynucléaire neutrophile, ou bien une prédominance à éosinophile. Je parle d'un épanchement exudatif. Donc, je répète, un épanchement pleural, donc ça c'est l'étude cytologique. On a vu l'aspect macroscopique, on a vu l'aspect biochimique. Le plus important, c'est l'aspect cytologique. Donc, un exudat avec prédominance lymphocytaire, la lignée lymphocytaire qui est prédominante, donc soit c'est de la tuberculose, votre proposition ou bien votre diagnostic probable, soit tuberculose, soit pleurésie néoplasique, il peut s'agir de cancer, les lymphomes, les chylothorax et les pleurésies rhématoïdes. Donc ça, si vous trouvez, bien si on vous pose la question, on avait trouvé un épanchement pleural exudatif à prédominance lymphocytaire. Deuxième cas, un épanchement toujours exudatif à prédominance neutrophile. Donc, on avait vu ça précédemment dans l'hématologie. Il est en faveur d'une infection bactérienne. Donc, soit une pleurésie parapneumonique, pleurésie réactionnelle, ou bien l'embolie pulmonaire aiguë ou de la pancréatite aiguë. Donc, je répète, un épanchement pleural exudatif à prédominance polynucléaire neutrophile, soit de la pleurésie parapneumonique, pleurésie réactionnelle, donc on a vu ça dans les pneumonies aiguës communautaires, soit une embolie pulmonaire, voire de la pancréatite. Dernièrement, si vous voyez, ou bien si vous avez un épanchement pleural oxydatif à prédominance éosinophile, donc prédominance éosinophile, où on parlera d'éosinophilie, si cette dernière est supérieure à 10%. Donc là, vous allez incriminer un pneumothorax, pleurésie hémorragique, pleurésie médicamenteuse, pleurésie parasitaire et les pleurésies d'asbestose, soit bénignes, soit maligne de cancer. On va voir ça dans les pneumoconioses. Donc, prédominance lymphocytaire, tuberculose, pleurésie néoplasique, chylothorax, lymphome,
pleurésie rhumatoïde. Deuxièmement, la prédominance neutrophilique, bien neutrophilie polynucléaire neutrophile, donc parapneumonique, réactionnelle à une pneumonie aiguë, voire embolie et pancréatite. Dernièrement, troisième cas, eosinophilie supérieure à 10%. Donc, c'est une eosinophilie, donc soit du pneumothorax, pleurésie hémorragique, réactionnelle à un médicament ou une pleurésie médicamenteuse, voire parasitaire ou de l'asbestose. Regardez-vous bien, ce terme-là, asbestose, on va le voir dans les pneumoconios. Et on peut noter aussi des cellules tumorales. Donc, on va voir ça dans le mésothélium. Quatrièmement, l'étude bactériologique du liquide pleural. Donc, recherche d'un germe pyogène habituel. Donc, c'est l'examen direct ou la culture sur milieu anaérobique, anaérobique. Donc, ça, c'est de la bactériologie. Et on peut associer à ce dernier-là la recherche de BK, du mycobacterium, donc avec un examen direct ou culture. Donc, l'examen clé pour la recherche étiologique, on récapitule, c'est la ponction pleurale. Donc, cette étude-là, elle est basée sur des critères ou bien des analyses macroscopiques, l'aspect, analyse biochimique exudative, transsudative, analyse cytologique, qui va nous permettre de trouver la prédominance de cette lymphocytose orientée vers une pathologie. Je répète, vous êtes censé de garder ces trois lignes par cœur. Et dernièrement, l'analyse bactériologique, rechercher des germes anaérobiques et même, vous pouvez ajouter la recherche de Mycobacterium tuberculosis. Donc là, c'est les trois aspects. Donc, citrin, hémorragique, voire là, purulent en cas, surtout à prédominance polynucléaire neutrophile, il est en faveur, je répète, d'une infection. Dernièrement, ou bien l'avant-dernier titre, avant de conclure cette partie, c'est les indications de la ponction pleurale. Donc, les indications de la ponction pleurale, donc, premièrement, soit diagnostic. Je répète, c'est un examen à double visée, diagnostic et thérapeutique. Pour l'étude cytologique, biochimique, bactériologique, voire la ponction pleurale, elle a un intérêt thérapeutique. Donc, s'il s'agit d'une mauvaise tolérance clinique, un épanchement de grande abondance, comme on a vu dans les plaques précédentes, ou bien une urgence, si il s'agit d'un épanchement avec un état fébrile, c'est de la pleurésie purulente, on va voir ça de la pleurésie purulente dans la troisième partie, ou en cas d'instillation ou de traitement antinéoplasique. Donc, deux indications, diagnostic et thérapeutique. Gardez ça en tête. D'autres examens peuvent être indiqués. Donc, une biopsie pleurale en cas de suspicion de pathologie maligne, voire une thoracoscopie en cas de suspicion de pathologie tuberculeuse. Donc, gardez-vous en tête l'examen clé de la recherche étiologique, c'est la fonction pleurale. Dernièrement, on va noter quelques étiologies des épanchements transsudatifs et des épanchements exsudatifs. Donc, premièrement, pour les épanchements transsudatifs qui sont d'origine cardiaque, donc il s'agit d'un épanchement d'insuffisance cardiaque, on avait dit ça, il s'agit de l'OAP. On va noter dans la radiographie la cardiomégalie, la surcharge hilaire, un comblement alvéolaire, l'OAP et l'épanchement qui est de façon bilatérale. Donc la bilatéralité de l'épanchement, elle est en faveur d'un épanchement systémique, ou probablement d'insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est un épanchement transsudatif. Cirrhose, aussi peuvent être à l'origine d'un épanchement, qui est indolore bien toléré, il est unilatéral droite et il est associé à une insuffisance hépatocellulaire. On peut noter aussi les épanchements devant un syndrome néphrotique. Vous pouvez consulter le cours du syndrome néphrotique qui est toujours disponible dans la playlist de néphrologie. Donc, il est lié à la diminution de la pression oncotique. Parfois, c'est la téléctasie pulmonaire, donc, qui est liée à une majoration de la pression négative intrapleurale. Tout ça, on avait dit dans la physiopathologie des épanchements pleuraux. Le syndrome de Demans-Mex. Donc, c'est une acide pleurisée associée à un tumeur de l'ovaire. Je répète, faites attention, c'est un épanchement qui est transsudatif.
On parlera de syndrome de Demens-Meix. Donc, un tumeur de l'enfer peut être à l'origine, gardez ça en tête, il s'agit d'une question d'examen, peut être en cause d'un épanchement transudatif. On appelle ça le syndrome de Demens-Meix. Hypoalbuminémie, donc un épanchement par la baisse de la pression oncotique, la péricardite constructive, voire l'obstruction de la veine cave supérieure. Donc on parlera de syndrome cave supérieure. Donc tout ça, c'est de la sémiologie. Donc les étiologies d'un épanchement qui est transudatif. Je répète, vous êtes censé de garder ces grands titres-là par cœur. Donc, insuffisance cardiaque, cirrhose, syndrome néphrotique, atélectasie pulmonaire. Faites attention au syndrome de Demens-Meix. Tout ce qui est gras, il est fortement tombable comme question. L'hypoalbuminémie, péricardite, voire obstruction de la veine cave supérieure. Donc on parlera du syndrome. Donc tout ça sont des épanchements, je répète, transudatifs. Taux de protéines inférieur à 25 grammes par litre. Suite à un taux de LDH qui est inférieur à 200. Deuxièmement, les épanchements exsudatifs. Donc, soit d'origine néoplasique, donc généralement c'est des métastases, ou bien des tumeurs primitives du pleuve. On va voir ça dans le cours de mésothéliome. Donc, voire des hémopathies malignes. Et vous pouvez consulter, c'est toujours disponible dans la playlist oncologie. Donc, parmi les leucémies ou bien les myélomes, on peut noter comme complication des épanchements exsudatifs réactionnels par envahissement du pleuve. Dans ce cas-là, le liquide il est citrin ou bien séro-hématique. On va voir les mésothéliums sont assainis. Tout ça, je répète, on va voir dans le cours des cancers pleuraux ou bien des tumeurs pleurales du mésothélium. D'autres causes qui sont infectieuses, on va voir ça dans la troisième partie avec détail. Les épanchements parapneumoniques ou bien les épanchements purulents. Donc, c'est le tableau du pneumonie, une pneumopathie bactérienne aiguë. La ponction, donc, elle est bien la fonction de ce cas-là va nous permettre d'identifier le germe pour orienter l'antibiothérapie. Tout ça, on va voir dans la troisième partie, je répète, c'est les pleurésies purulentes. Peut-être minime abondance, grande abondance. On va aborder ça, je répète, dans la pleurésie purulente. Donc, comme cause d'un épanchement exudatif, gardez-vous en tête l'origine néoplasique, l'origine parapneumonique, en cas d'infection, pneumonie ou bien pleurésie purulente. On note aussi la pleurésie tuberculose. Autre cause d'un épanchement exudatif, c'est les causes virales. Donc, c'est le cas de syndrome grippal. Le plus souvent, cet épanchement-là, il est bilatéral avec minime abondance, avec résolution spontanée. Par contre, la pleurésie tuberculose, elle est notée avec un syndrome paranéoplasique, anesthésie, anorexie, sueur nocturne profuse, amaigrissement. Donc, on va voir ça dans la tuberculose pleurale. Donc, le liquide, toujours, il est jaune citrin après dominance lymphocytaire. Et c'est sur ce, voilà. Dans la tuberculose, elle est parmi les causes d'un épanchement exudatif après dominance lymphocytaire. Faites attention à commettre cette erreur dans vos cas cliniques. D'autres causes, maladie de système, donc la lupus, l'APR, la polyarthrite rhumatoïde, la pleurésie post-traumatique, on parlera d'hémothorax, pleurésie post-embolique, pleurésie toxique ou médicamenteuse, voire des atteintes sous-diaphragmatiques. Donc, on récapitule ce qui est à retenir de cette partie-là. Donc, c'est l'aspect macroscopique, microscopique et l'étude cytologique de transudat et exsudat. C'est à retenir par cœur. Les trois aspects. Citrin hémorragique, voire purulent. C'est à retenir par cœur. L'étude cytologique, les critères d'un transudat et d'un exsudat. C'est à retenir par cœur. L'orientation cytologique devant la prédominance lymphocytaire, soit neutrophile, voire éosinophile. C'est à retenir par cœur, j'insiste sur ces plaques-là. Et bien sûr, les étiologies, gardez-vous en tête les deux étiologies d'un épanchement, soit transudatif, soit exsudatif. Pour l'épanchement transudatif, gardez-vous en tête l'origine systémique, donc insuffisance cardiaque, cirrhose,
syndrome néphrotique, syndrome de démence max, l'hypoalbuminémie et toute pathologie, voire syndrome cave supérieur ou bien de la péricardite. Donc ça, c'est les causes d'un épanchement transudatif. Ou bien l'épanchement exsudatif qui peut être d'origine néoplasique. On va voir ça dans les métastases pleurales, les tumeurs primitives ou le mésothéliome, voire les hémopathies malignes qu'on avait déjà citées en oncologie. Ou bien l'origine infectieuse, donc surtout à prédominance polynucléaire neutrophile. C'est le cas d'un épanchement para-pneumonique, infection à pneumocoque, ou bien la tuberculose qu'on va aborder très prochainement, ou bien les causes virales. Donc tout ça, c'est exsudatif. Dernièrement, les maladies de système, les pleurésies post-traumatiques, en cas d'hémothorax, on va noter l'éosinophilie, post-embolique, toxique, voire des atteintes sous-diaphragmatiques. Donc il nous reste que les épanchements à liquide purulent. On va les aborder dans la troisième et la dernière partie de ce cours. Merci toujours pour votre attention, chers collègues. Je vous rencontrerai prochainement dans la suite de ce cours. Bon courage dans vos préparations et à la prochaine.